Ce matin, nous avons entendu parler de la distinction très importante entre la politique de reconnaissance des droits linguistiques et la reconnaissance politique de ces droits. Nous avons aussi parlé de l'importance des interventions politiques pour la protection et la promotion des droits linguistiques. Nous avons maintenant l'occasion d'entendre ce que des représentants et représentantes des partis politiques ont à dire sur la question. Ce sont eux qui ont eu, ont ou auront le pouvoir d'agir pour donner tout son sens à l'article 16.1. Alors, ce sont des 4 personnes très médiatisées. Alors, je n'irai pas dans le détail de leurs notes biographiques afin de laisser le plus de temps possible à leurs interventions et éventuellement à vos questions. Alors, on a d'abord le plaisir d'avoir l'honorable Marie-Claude Blais, qui est ministre de la Justice et procureure générale. Elle est également ministre responsable des questions féminines. Alors, Mme Blais a été élue aux élections provinciales en 2010 pour la circonscription de Moncton-Nord et elle est présidente du comité permanent de modification des lois. Monsieur Victor Boudreau, malheureusement, a dû quitter plus tôt pour d'autres engagements. Et Bernard Richard a très généreusement accepté de donner le point de vue. Je ne sais pas si ça sera le sien ou celui du parti ou celui de Victor. Je lui laisse entière liberté. Mais c'est une personne tout désignée pour jouer ce rôle, vu le rôle qu'il a lui-même joué pendant longtemps au sein du Parti libéral, comme député, comme ministre, ministre d'État aux Affaires intergouvernementales et ainsi de suite, comme chef de l'opposition officielle et chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, avant bien sûr d'entreprendre ses fonctions d'ombudsman et de défenseur des enfants et de la jeunesse au Nouveau-Brunswick. Nous avons ensuite, et là je ne les ai pas dans l'ordre, mais M. Dominic Cardy, qui est au bout de la table, qui est chef du nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick depuis mars 2011. Alors, il a déployé beaucoup d'efforts à l'organisation d'une solution alternative efficace et responsable pour remplacer les gouvernements traditionnels de la province. Il faut aussi noter que M. Cardy est un expert en réforme des partis politiques, en élections et en systèmes électoraux. Il a travaillé avec des douzaines de partis politiques et de gouvernements de l'Afghanistan au Soudan du Sud et jusqu'en Australie. Notre dernier représentant de parti politique est M. David Kuhn, qui est chef du Parti vert. Alors, M. Kuhn a passé les dernières 33 années à se consacrer à temps plein au mouvement environnemental, dont près de 28 de ces années au Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, d'abord comme directeur des politiques et plus récemment comme directeur général. Alors, je remercie nos 4 participants d'avoir pris le temps de participer à ce colloque très important pour nous et on a bien hâte d'entendre votre point de vue sur la question. Merci. Bonjour à tous et je pense que c'est une journée absolument fantastique, je dois dire. Puis on a rarement la chance, je le sais, on prend le temps, mais on a rarement la chance de s'arrêter et de vraiment penser à tous ces concepts qu'on a parlé ce matin. Mais on a certainement entendu de la part des présentateurs qui étaient ici que, à la fin, c'est aux politiciens, à ceux que vous avez élus, qui revient la tâche de mettre en œuvre ce que la Charte canadienne des droits et libertés nous dit et ce que l'article 16.1 représente pour nous tous au Nouveau-Brunswick. Je veux remercier, c'est pas mal le fun d'être dans un contexte qui n'est pas celui d'une campagne électorale où on se ramasse, être capable d'échanger. Parce que je crois qu'au Nouveau-Brunswick, contrairement à d'autres expériences, que quand ça vient au bilinguisme, que ça a toujours été une question où les partis politiques se sont à l'unanimité entendus avec, si on parle des grands changements qui sont arrivés dans notre Assemblée législative. Quand j'utilise cette expression-là, vous pouvez sûrement vous rappeler
Bernard Lord à l'Assemblée législative lorsqu'il était premier ministre ou Louis Robichaud était avec lui lors de l'année 2002, un moment historique dans notre province. On nous a demandé aujourd'hui de vous parler de nos partis. Donc, je suis ici comme membre du Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick et je suis sûre et certain que j'espère et je donner un message à Maître Doucette que s'il veut me redemander de revenir pour parler de mon expérience comme présidente de la révision de la loi sur les langues officielles, ça me fera certainement plaisir d'en reparler. Certains d'entre vous m'ont dit dans le corridor que c'était une longue grossesse, mais je dois vous dire que comme le gouvernement l'avait mentionné, que dans la session qui s'en vient et qui sera ouverte le 26, il y aura sûrement, les médias vont en parler, nous allons en parler, et il y aura la chance pour tout le Nouveau-Brunswick de s'exprimer sur cette question-là. Le Parti progressiste conservateur, pour moi, est un exemple clé de ce que peut faire le leadership au Nouveau-Brunswick quand ça vient au bilinguisme. Et je suis certainement ici aujourd'hui avec beaucoup de tristesse. J'ai perdu un ami cette semaine, Frédéric Arsenault, sur lequel, qui m'a donné beaucoup, qui m'a parlé de beaucoup de choses et m'a expliqué une dynamique au Nouveau-Brunswick qui, pour lui, était sans précédent. On a la chance, tous et chacun, de rencontrer des gens qui changent nos vies. Pour moi, Frédéric était certainement un de ces hommes-là. Vous savez, c'était un membre de notre parti. C'était quelqu'un qui a, selon moi, eu une très grande influence sur le gouvernement Hatfield lorsqu'on a vu les grands changements au niveau des langues officielles au Nouveau-Brunswick. C'était un Acadien, c'était quelqu'un qui avait étudié sur les bancs d'école ici, tout comme moi. Puis c'était quelqu'un que, quand tu lui parlais, qui n'avait pas il était très humble. Et ce que j'ai appris de Frédéric, je l'ai souvent appris après que j'ai eu des rencontres avec lui dans sa cuisine, où on a eu des belles discussions. Il y a aussi d'autres gens, vous savez, dans notre parti, qui ont eu une très grande influence. Et Jean-Maurice Simard qui disait, puis je pense que c'est important aujourd'hui d'en parler, c'est pas parce qu'on offre des services ou on offre à une communauté de pouvoir s'organiser, que ce soit au niveau de ses lois ou au niveau de sa culture, qu'on enlève nécessairement quoi que ce soit à une autre culture. Je crois que ça, c'est très important. Aujourd'hui, on pense que parce qu'on investit à l'hôpital universitaire Georgel-Dumont, que cela, ça veut dire qu'on enlève à l'hôpital régional de Saint-Jean. Ce discours-là, selon moi, est un discours faux. C'est un discours qui n'est pas supporté certainement par notre parti. Il y a des gens aussi qui ont eu une très grande influence sur notre parti. Je ne peux pas toutes les nommer, mais je sais que l'ancien premier ministre Bernard Lord a certainement eu une importance primordiale aussi au niveau des langues officielles. Ce qui m'amène à parler de notre parti. Pour moi, l'article 16.1, c'est plus que la langue. Pour notre parti, c'est plus que la langue. C'est la reconnaissance de l'égalité des deux communautés linguistiques et aussi de l'enchâssement dans la Constitution canadienne de 16.1 de ce que ça représente. On sait tous et chacun que la Constitution, selon moi, est le document le plus important de ce qu'on est au niveau certainement des lois. Et c'est important, comme parti politique, de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'offrir un service dans une langue ou de parler dans une langue, mais d'avoir que la reconnaissance de l'égalité se fait par des mouvements positifs. Et pour moi, de là vient l'importance de l'article 16.1. On se doit tous, comme parti politique, et je sais que mon parti, de renforcer la culture, que ce soit renforcer les traditions. On a cette obligation-là. Et on a cette obligation-là qu'on soit au pouvoir, à l'opposition, ou qu'on fasse partie du visage politique du Nouveau-Brunswick à un moment donné ou un autre.
Vous savez, il faut certainement, puis des fois, j'entendais les médias tantôt dire « on n'a pas le temps, on est peu renseignés ». On sait. Je crois que la plupart des gens savent. Et avec l'accès aujourd'hui à toute cette information, on sait que 16.1, c'est pas simplement une déclaration de principe, que c'était pas seulement une déclaration de principe de la part du Nouveau-Brunswick. C'était un engagement d'agir, de maintenir et de faire en sorte que les deux langues officielles et les cultures qui étaient associées soient épanouies, mais soient aussi qui procèdent à l'avancement. Il faut procéder à l'avancement des deux cultures linguistiques. Dans les faits, ce que ça représente, ça peut être différent pour différents gouvernements. Mais nous savons très bien, je sais que pour notre parti politique, et nous sommes le gouvernement pour le moment, qui doit avoir des actions positives et qu'il ne s'agit pas simplement d'arriver avec une politique, qu'il faut se poser la question comment cette politique répond aux besoins de nos communautés. Donc, qu'on parle d'un plan de rattrapage en santé ou qu'on parle d'une école anglophone à Tabusintac, c'est important de faire en sorte que nos obligations, qu'on les mette en jeu. Et certainement, cette position-là est certainement celle de notre parti. Mon premier ministre, le premier ministre Howard, croit dans le bilinguisme, est présent dans le bilinguisme. Vous savez, sa langue première n'est pas l'anglais, mais il est quelqu'un qui comprend très bien la réalité de la communauté francophone. Et ça a été véhiculé à travers notre parti. Et on a des figures très fortes à travers notre parti. Et nous continuons de façon constante de s'en aller vers cette égalité-là, qui, selon moi, est une égalité qui doit être une égalité réelle, une égalité dans les faits, et qu'on a deux communautés. Je dois dire aussi, on n'a pas parlé aujourd'hui, puis c'était pas nécessairement ça, on a trois communautés aussi. Communauté autochtone. Je pense que l'article 16.1, puis les Autochtones ont participé à la survie, certainement, de certaines de nos communautés au Nouveau-Brunswick. Et cette reconnaissance-là est certainement très importante. Et on sait comment difficile pour la culture autochtone, pour la nation autochtone, on voit les défis. Il faut les comprendre aussi dans cette optique-là que nous représentons comme parti politique. C'est un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et certainement pour moi, je dois vous dire, si je vous parle d'un petit peu d'un point de vue personnel, pour moi, ayant eu la chance de faire ma caricature dans un bureau où le futur premier ministre du Nouveau-Brunswick avait choisi de se présenter comme leader du Parti progressiste conservateur, M. Lord. Pour moi, le Parti progressiste conservateur a toujours été un parti où les francophones avaient leur place, où les francophones étaient capables et amenaient à la table certainement une vision, mais pas aussi les francophones, où il y avait une compréhension des deux communautés de ce que c'était d'être le Nouveau-Brunswick et que le bilinguisme c'était une force. On l'entend souvent, le bilinguisme est une force, mais dans ce bilinguisme-là, il ne faut pas oublier que les deux communautés ont le droit de se reconnaître et aussi ont le droit, comme le dit l'article 16.1, à une égalité. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Petite mise en garde. Je ne représente pas le Parti libéral, mais j'aurai à transmettre une partie d'un texte qui avait été préparé pour M. Boudreau, mais aussi de vous transmettre mes opinions personnelles, puisque c'est sûr que la politique, ça m'intéresse depuis longtemps. J'étais candidat en 1974, bien avant la naissance de M. Bossé. Marius, est-ce qu'il a dit qu'il était né 5 ans avant l'adoption de l'amendement constitutionnel, mais 1974, c'était bien avant ça. Donc, un intérêt pour la politique de longue date, mais je suis tout à fait indépendant de la politique partisane depuis 10 ans, même depuis ma retraite, depuis 2 ans de mes postes d'ombudsman de défenseur des enfants.
Gérard Snow, qui était mon collègue à l'école de droit à UNB entre 75 et 80, m'a souvent dit qu'on ne disait jamais non à Odette. Vous voyez, je suis là. Bon, vous voyez aussi que, contrairement à Aldea, moi je ne suis pas tout à fait guéri de la politique. Peut-être j'aime plutôt dire que je suis en rémission de la politique. L'expression anglaise, là, recovering politician, et que je considère moins la politique comme une maladie que comme une dépendance dont on ne se défait jamais complètement. Je vais commencer par vous lire le texte de Victor, qui a été mon chef de cabinet pendant 4 ans, qui est mon député depuis plusieurs années, donc que je connais évidemment extrêmement bien. Le texte est celui de la position formelle du Parti libéral. Donc, je cite, l'article 16.1 vient garantir l'égalité des communautés linguistiques françaises et anglaises du Nouveau-Brunswick, et le Parti libéral du Nouveau-Brunswick a toujours appuyé ce principe. Nous croyons dans le fait que la province du Nouveau-Brunswick est la seule province au Canada qui est officiellement bilingue, et nous croyons que c'est le rôle de l'Assemblée législative et du gouvernement en place de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges associés à l'article 16.1. Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick et ses anciens chefs, Sam Rally et Premier ministre, ont toujours appuyé les efforts visant à renforcer ce principe, et avec la vision du chef Brian Gallant, le Parti continuera à promouvoir cette position de longue date au sein du Parti. Nous participons activement à la révision de la loi sur les langues officielles entamée par le gouvernement actuel, et nous allons travailler ensemble pour adresser les revendications des divers organismes acadiens et francophones qui exigent des améliorations. Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick réalise que le cheminement menant à l'enchâssement de l'article 16.1 a été long et ardu et fera tout en son pouvoir pour maintenir l'intégrité et le principe de ce dernier. Si, suite à cette journée de réflexion, nous identifions collectivement des mesures qui peuvent protéger ou promouvoir davantage le statut, les droits et les privilèges de l'article 16.1 de la Charte, le Parti libéral du Nouveau-Brunswick se ferait un plaisir de les prendre en considération. Fin de la citation. Je dois dire que je m'inscris tout à fait avec les commentaires du professeur Trenel. J'ai beaucoup apprécié ses commentaires et en fait, ça a apporté un peu d'équilibre à la discussion. J'avais quand même une certaine crainte que les présentations soient trop juridiques, que soient trop uniformes aussi, mais le professeur Trenel a quand même nous a permis de réaliser, peut-être de nous rappeler que la politique, c'est l'art du compromis. Et que lorsqu'elle a parlé de la conservation de l'ordre public, l'approche pragmatique plutôt que judiciaire, ça m'a ramené à beaucoup de débats auxquels moi j'ai participé au sein du caucus libéral, parce que à la suite de Charlottetown, ça a été à l'intérieur du caucus libéral. Moi, j'étais député d'arrière-ban à ce moment-là, et pas ministre, donc je n'étais pas lié par la solidarité ministérielle, où j'ai pu vraiment exprimer mes opinions personnelles. Il y a des limites à ça aussi, on voit de temps en temps, mais j'ai pu exprimer mes opinions personnelles en tant que député, ce qu'on dit indépendant, private member en anglais. Et donc, c'est vrai, et j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Donc, l'art du compromis, je pense que c'est Aristote qui disait ça, puisque Michel Doucette m'a cité, je peux bien citer Aristote, et que lorsque j'ai écrit au début des années 80 les mots que mentionnés par Michel, et c'est sûr que je les ai écrits dans un monde qui existait à ce moment-là et que le monde a beaucoup changé depuis, en partie grâce à des politiciens avec beaucoup de courage. On se rappellera que, et je pense que c'est Jacques Poitras qui en a parlé, mais que
le courage politique de Louis Robichaud à la fin des années 60, contre vents et marées, d'adopter une loi sur les langues officielles, un programme sur les chances égales. C'était pas évident du tout à l'époque. On peut dire aujourd'hui que peut-être qu'on peut penser que c'était pas si compliqué que ça, mais c'était énorme, énorme. Il a payé un prix personnel énorme. J'ai eu la chance de le côtoyer à la fin de sa vie et de beaucoup discuter avec lui. Puis c'est évident que toute sa famille a payé un prix énorme pour son courage politique. Et ça nous a donné une loi sur les langues officielles. J'ai eu le privilège d'être à l'Assemblée législative en 2002 lorsque cette loi-là a été améliorée par le gouvernement Lord. J'ai participé à des débats, des fois à l'Assemblée législative, des fois dans les antichambres aussi, pour faire en sorte que la promotion et l'offre active fassent partie du projet de loi qui a finalement été adopté à l'Assemblée législative en 2002. Mais c'est des progrès substantiels. J'étais pas loin, j'étais à la SNA. Lorsque la loi, j'étais à la CONA aussi, Michel Doucette en a fait mention ce matin. J'étais à la CONA et j'ai vu l'année suivante le courage politique de Jean-Maurice Simard de faire adopter une loi sur l'égalité des communautés linguistiques pour la première fois, une reconnaissance, à mon avis, pour la première fois, une reconnaissance des droits collectifs et de l'importance de cette loi-là. C'est sûr qu'à l'époque, parce que je faisais partie des organismes de revendication, je trouvais que c'était un peu timide, que c'était des déclarations de principe avec pas beaucoup de dents, mais je salue son courage politique de l'époque. Il faut se replacer au début des années 80. Et j'ai eu la chance de participer à des débats sur l'enchâssement de ces mêmes principes-là dans la Constitution du Canada. J'étais député qui a fait du porte-à-porte, en fait, pratiquement du porte-à-porte, comme une campagne électorale. J'ai assisté à comme beaucoup de mes collègues, je n'ai pas de mérite particulier là-dessus, là, mais j'ai participé, j'ai assisté à des anniversaires de mariage pour tenter de convaincre les gens de voter pour l'entente de Charlottetown. Parce que je disais, même si ça ne passe pas dans le restant du pays, même si ça ne passe pas en Ontario ou dans l'Ouest, si ça passe au Nouveau-Brunswick, on aura l'opportunité d'obtenir des droits, des garanties de nos droits fondamentaux d'enchâsser dans la Constitution du Canada. Je salue le courage politique et ça a été, je peux vous dire, là, sans dévoiler des secrets, j'étais pas au Conseil des ministres, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a été les discussions au Conseil des ministres, mais je peux vous dire que dans le caucus, ça a été des discussions très, 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 très pointues sur l'opportunité ou non d'inscrire dans la Constitution ces changements-là. Et ce n'était pas que de la part d'anglophones, parce que souvent on pense que c'est anglophone, francophone, ce n'était pas toujours le cas. Et par exemple, un des grands défenseurs de l'idée d'inscrire dans la Constitution les principes d'égalité, c'était Vaughan Blaney, collègue anglophone, unilingue anglais, mais en tout cas très Marie-Anne Leblanc-Dieppe, par contre, ce qu'il disait souvent, mais très courageux et a pris des positions très courageuses à l'intérieur du caucus, pour ne pas le nommer. Et d'autres, y compris des francophones, étaient plutôt tièdes, avaient peur des conséquences politiques. C'est normal, c'est des discussions comme ça qu'on a à l'intérieur d'un parti politique. Et là, je n'emmenais pas les francophones. C'est sûr que, bien sûr, le monde a changé, que le corps est peut-être mort, mais que l'Alliance du peuple, d'autres ajouteraient Brunswick News, d'autres ajouteraient Richard Curry, pour ne pas les nommer, sont toujours là et qu'il y a toujours une certaine résistance, une peur, on l'a vu plutôt au microphone, on l'a entendu au microphone, une certaine peur que les gains de notre communauté menacent en quelque sorte les acquis de l'autre. Et c'est, à mon avis, c'est normal. Mais donc, il reste encore beaucoup de travail à faire chez nos amis anglophones, et aussi à l'intérieur de notre propre communauté, ça a été dit plus tôt, mais j'abonde tout à fait dans le même sens. L'article 16.1 a énormément servi à la minorité. Il va sans dire, en
tout cas j'en suis profondément convaincu, à la minorité surtout, mais non exclusivement, ayant travaillé avec des jeunes anglophones, produits du système d'immersion, très bons bilingues, là, je les ai jalousés un peu, la qualité non seulement de leur anglais, mais de leur français, parler et écrit. En tout cas, il y a quand même des très belles réussites. C'est à l'avantage des deux communautés. Bien sûr, évidemment, la minorité et surtout, il trouve surtout son compte, mais les deux communautés en ont profité. Et j'oserais prédire que les tribunaux, pour bien longtemps encore, vont nous aider à déterminer qu'est-ce que les mots, il y a peu de mots, mais qu'est-ce qu'ils veulent bien dire ces mots-là, parce qu'on ne s'entend pas toujours sur la signification des mots. J'aime beaucoup la publicité de TV5, j'aime les mots, et c'est vrai, j'aime les mots, mais c'est vrai qu'on ne s'entend pas toujours sur leur signification, puis les tribunaux vont continuer à avoir un rôle à jouer de ce côté-là, sauf que ça ne devrait pas nous empêcher de poursuivre l'autonomisation de la communauté francophone, et ça ne devrait pas non plus servir d'excuse à la classe politique de ne pas continuer à avancer, même si c'est vrai qu'on peut des fois se plaindre d'une certaine judiciarisation, que le fait qu'il y a des causes devant les tribunaux, il y en aura pour des décennies à venir, que comme communauté, il nous reste un rôle à jouer, il faut continuer à jouer ce rôle-là. Parce que les politiciens, ça compte pour eux et elles ce que la communauté pense, ce qu'elle croit réellement. Merci. Bonjour. Nous avons un vrai arc-en-ciel politique dans cette panel. Bleu, rouge, vert, orange. J'espère que sera le cas dans le Legislative Assembly après la prochaine élection générale en 2014. Correct? Qu'est-ce qui se passe? Merci, M. Doucette, pour l'invitation d'être ici, Mme Snow pour l'introduction. D'abord, je vais expliquer qu'il faut que je fasse une sorte rapide après notre colloque aujourd'hui, parce que ma fille, le prochain vedette de Nouveau-Brunswick, se reprend le scène à l'école secondaire à Saint-Stephen ce soir dans le spectacle de Little Mermaid. Alors, non, pas de fromage ou vin pour moi ce soir. C'est dommage, quel dommage. C'est intéressant que les importantes étapes dans la voie vers l'égalité entre notre communauté linguistique avaient des titres. La loi 88, par la section, article 16.1, pas de poterie, pas poétique, juste les numéros. C'est très intéressant. Aujourd'hui, cette journée a été très importante pour moi comme chef de Parti vert, très informatif, très éducatif, et un peu d'un programme d'immersion aujourd'hui pour moi, très vite. Alors, quel est l'engagement de moi et mon parti sur ce sujet? Le Parti vert suivant 6 principes. Je sais, il y a une surprise, un peu de surprise que le parti suivant quelques principes, mais on peut imaginer, c'est vrai. Par exemple, y compris justice sociale et égalité et autodétermination. Ces principes, pour nous, sont très importants. C'est la fondation pour notre politique et notre plateforme électorale.
et aussi quelques autres principes comme vie dans notre moyen écologique, par exemple. C'est-à-dire que chaque personne et les peuples doivent recevoir à la fois le droit et l'occasion de développer son plein potentiel des personnes et des peuples autonomes. Pour nous, le projet de loi 88 et l'article 16.1 reflètent ces principes. Avec le projet de loi 88, l'Assemblée législative de Nouveau-Brunswick reconnaît l'existence de 2 communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. L'article 16.1 de la Charte utilise la même langue. Pour moi, c'est un peu intéressant. Aujourd'hui, Michel Roussel a posé la question ce matin, qui est la communauté linguistique? Parce que pour moi, on ne parlait pas juste autour d'une communauté linguistique, mais nous parlons d'un peuple. En effet, nous avons au Nouveau-Brunswick, pour moi, 3 peuples à l'intérieur des frontières de notre province, les Autochtones, les Acadiens et Acadiennes et les anglophones. Nous avons l'Acadie, nous avons le pays des Autochtones et nous avons le Nouveau-Brunswick comme les anglophones comprennent la province. Maintenant, au Nouveau-Brunswick, nous n'avons aucune protection pour la langue et les cultures de l'Autochtone. C'est intéressant. Il n'y a pas de droit à des institutions d'enseignement distinctes pour les Autochtones, pas du tout, n'existe pas. Pour moi, ça représente une grande lacune dans nos projets de société au Nouveau-Brunswick. Le droit linguistique et culturel des Autochtones a besoin de protection. Ce n'est pas juste la responsabilité du gouvernement fédéral, mais la responsabilité de nos gouvernements au Nouveau-Brunswick aussi. En tout cas, pour moi, c'est une question de fraternité, solidarité entre nos peuples. La question est, est-ce qu'il existe ou non maintenant dans notre province? Par exemple, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes au sujet des audiences privées de le comité spécial de révision de la loi sur les langues officielles. Ce n'est pas acceptable pour moi. Ça ne représente pas une société en bonne santé dans cette case. Maintenant, nous avons un autre lacune entre les francophones et les anglophones. Par exemple, l'interprétation de dualité est très différente entre les anglophones et les Acadiens et Acadiens. Beaucoup de les anglophones n'avons pas des idées le concept de dualité. Tous les temps, j'ai reçu les questions de collègues. David, qu'est-ce que c'est le concept de dualité? Je ne comprends pas. C'est un grand problème. Du côté des anglophones, il y a beaucoup de travail à faire, bien sûr. Il faut que nous commençons, pour moi, avec les jeunes. Par exemple, le programme d'immersion en français devrait commencer à la maternelle. C'est mon idée. Le programme d'immersion aussi doit exposer les élèves à la culture acadienne. Ce n'est pas la cas. Quand mes filles a commencé le programme d'immersion dans l'école publique, j'ai découvert que ce n'est pas le cas. Donc, je veux dire en anglais, we must build bridges comme ça. Among our peoples. Quand ma fille Caroline a commencé la première année à l'école à Saint-Stephen, dans le programme immersion, elle a pensé que la première année a été normalement dispensée en français. Vraiment. Pour mois après mois après mois. Après peut-être 4 mois, Caroline m'a dit qu'il y a quelques classes qui travaillent en anglais, juste en anglais. Dans la première année, elle me demande une explanation avec un visage très sérieux. Qu'est-ce que c'est le problème, papa? Pourquoi il y a quelques élèves qui étudient en anglais seulement? C'est la première année dans une école anglophone. Donc, j'ai dit que certains parents
ne veulent pas que leurs enfants enseignent en français. Elle m'a dit, pourquoi papa? Elle m'a demandé. Et je n'avais pas de réponse pour elle. Mais vraiment, je pense qu'il était une question de peur dans la population anglophone. Les jeunes sont plus ouverts. Il était le temps d'encourager encourager la fraternité entre nos peuples avec les jeunes. C'est la raison que le programme d'immersion doit exposer les élèves à la culture acadienne pour moi. Et aussi la raison, il faut augmenter le programme d'immersion en total. Et pour moi, c'est la raison que la réforme du programme d'immersion de Carrière Lamrock a été une catastrophe pour nos enfants et pour nos sociétés. Nous avons besoin de cheminer ensemble vers une vision de fraternité, une vision de solidarité entre nos peuples au Nouveau-Brunswick. Ça prend des idées, oui, ça prend du courage, définitivement, et ça prend de la passion entre tous les mondes. Je veux habiter une province où nous pouvons être fiers de notre diversité, pas menacés par nos différences. Ce n'est pas quelque chose à cacher. But en mon langue maternelle, to get there, we have to do some work, and that will take leadership. Merci beaucoup. Bonjour, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée de réflexion, soulignant le 20e anniversaire de l'enchâssement dans la Constitution canadienne de l'article 16.1 de la Charte des droits et libertés, et de l'invitation particulière à présenter la perception de la dualité linguistique du nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick. Bien que l'article 16.1 ait été adopté par les progressistes conservateurs de Richard Hatfield en 1983, nos deux communautés n'ont pas eu souvent la chance d'en discuter ouvertement pour la comprendre vraiment. Le sujet suscite plus souvent qu'autrement de la confusion, de la confrontation et de l'animosité, souvent parfois même initiée par nos politiciens. Vous l'avez sans doute constaté dans les derniers mois que le nouveau Parti démocrate du Nouveau-Brunswick travaille à établir des cadres plus restrictifs en proposant aux partis au pouvoir, et les libéraux aussi, des projets de loi contre le favoritisme et les autres sujets. C'est à cela que les lois servent, encadrer la législature et le gouvernement. Nous sommes ici pour parler de l'article 16.1 et cela implique une discussion sur la dualité, mais cette conversation doit commencer en admettant qu'encore beaucoup trop de Néo-Brunswickois, incluant nos élus francophones et anglophones, ne comprennent pas ce que dualité veut dire. C'est un point qui est touché par beaucoup de gens derrière cette table aujourd'hui. Ce n'est que depuis que j'ai commencé le travail de chef de MPD que j'ai appris à quel point nos deux communautés se connaissent peu et mal. Pour un parti socio-démocratique qui essaie de lier la tradition collective de l'ancien tradition socialiste et la tradition individualiste de la démocratie libérale, alors un parti socio-démocratique comme l'NPD, dans le parti, on essaie d'avoir toujours le creative tension, comme on dit en anglais, la tension créative entre les droits des individus et les droits collectifs. Et c'est très important. Pour certains, il s'agit du respect des droits individuels. Les droits individuels dans la livraison des services sont primordiaux. Mais pour que les communautés puissent évoluer, pour qu'elles puissent contribuer à l'essor culturel et économique de la province, il leur faut leurs institutions et en avoir le plein contrôle pour qu'elles reflètent leur réalité. Nous avons la loi 16.1, qui est censée assurer un statut et des droits et privilèges égaux à la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise de Nouveau-Brunswick. De plus, cette loi confirme le rôle de la législature et du gouvernement à protéger et à promouvoir ces statuts, ces droits et ces privilèges. Un gouvernement néo-démocrate travaillera à bâtir une province plus juste, plus prospère et plus écolo. Cette justice et cette prospérité dont nous parlons sont autant individuelles que collectives et s'appliquent à tous les domaines. Or,
Force est de constater que présentement le discours politique se limite bien souvent au droit des individus à recevoir les services dans la langue de son choix. Il s'agit d'une interprétation très simpliste de l'esprit de la loi 16.1. Une province juste répond aux besoins de ses membres, tant individuels que collectifs, pour leur permettre de développer leur plein potentiel, de s'épanouir et d'assurer leur avenir, tout en assurant l'avenir de leur province fort, unie et officiellement bilingue. Fondamentalement, c'est là l'essence de la section 1 de l'article 16.1 de la Charte canadienne des droits et des libertés. La mise en œuvre de l'article 16.1 passe nécessairement par la langue, par l'apprentissage de sa langue et la langue de l'autre. Le bilan provincial n'a pas raison à ce chapitre. Le taux d'analphabétisme dans la province est assez dérangeant. Évidemment, on ne s'y attardera pas plus longtemps ici, mais il va falloir y voir, puisque cette situation est un sérieux handicap à l'évolution de notre province. Pour ce qui est de la partie 2 de l'article 16.1, exception faite de quelques petits projets comme Dialogue Nouveau-Brunswick, par exemple, aucun gouvernement néo-brunswickois depuis 1983 ne s'y est vraiment soumis. À titre d'exemple, encore aujourd'hui au Nouveau-Brunswick, nous n'avons pas de politique culturelle. Notre parti veut une province où nos deux communautés, soumises à des normes provinciales, mais sont libres d'innover et de faire les choses à leur manière. Rien de tout cela ne sera possible si nous continuons à tenir les citoyens à l'écart du débat. Nous devons assurer que les néo-brunswickois sachent ce que la loi 16.1 implique. Il faut que nous cessions de croire que les droits d'une communauté se font au détriment de l'autre. Entre-temps, sur le terrain, nos communautés se sont dotées et continuent de se doter d'outils et d'institutions distinctes, autant dans le secteur privé, exemple les cases populaires, dans le secteur associatif, les associations aidées de littératie, de garderies, des villes sportives, culturelles, etc., qu'au niveau médiatique. Pourtant, les caisses populaires sont bien semblables aux credit unions, mais tout de même bien différentes, voire distinctes. Elles servent leur clientèle dans les deux langues, mais ont une seule langue de travail, une seule langue de gestion. La dualité comparable à notre système de santé. Plusieurs associations bilingues provinciales ont été créées au fil des ans. Cependant, très peu d'entre elles ont survécu. On a vite fait de blâmer la langue de fonctionnement et procéder à la dualité, mais je soupçonne que ce soit autant, sinon plus, dans la manière de procéder, culture, que dans la langue de procédure, la dualité comparable à notre système d'éducation. Il en est de même pour les médias provinciaux. Le traitement de la nouvelle, la perception, l'argumentation et les conclusions peuvent différer énormément. Jacques Poitras et M. Saint-Cyr ont déjà parlé sur le sujet, le phénomène que se produit tant dans le secteur privé, avec les différences entre l'Acadie Nouvelle et Telegraph Journal, que dans le secteur public, avec les différences entre Radcan et CBC. Finalement, c'est le niveau gouvernemental qui accuse le plus de retard dans la mise en œuvre de l'article 16.1. Nos deux communautés ont procédé à une dualité flexible, selon les circonstances, dans la vie de tous les jours, dans une entente relativement harmonieuse. Nos élus tardent à saisir ce que nos deux communautés ont compris depuis un bout de temps. Dans cet esprit, non seulement un gouvernement néo-démocrate compte s'acquitter de ses devoirs envers nos deux communautés francophones et anglophones et assurer que le secteur public soit proactif conformément, je m'excuse, mon français est terrible, à l'article 16.1 et d'y mettre les ressources nécessaires, mais il compte aussi s'acquitter de ses responsabilités envers nos communautés des Premières Nations. Il en va de l'avenir de notre province. Merci. Et voilà en gros les perceptions de l'NPD sur l'article 16.1. Merci encore pour votre temps aujourd'hui.